Bonjour, liste et rapport de bataille aujourd'hui. Je n'ai pas joué aussi souvent que je l'aurais voulu ces derniers temps. Pas de matière à compte rendu donc. Et pourtant, jouer serait bien car votre serviteur fera un saut au Star Wars X-Wing System Open Series à Paris lors du dernier week-end de juillet. Rien que pour se faire rouler dessus par toute la compagnie comme de juste. Et il faudrait donc tester de la liste pour cet événement dans l'espoir pathétique de ne pas subir que des défaites. À vrai dire, je n'ai encore aucune idée de ce que je pourrais bien y jouer, même si j'ai quelques vagues idées, soit du côté de l'Empire Galactique, soit du côté des séparatistes à vue de nez. Mais là, j'avais envie de jouer une liste qui m'avait l'air rigolote tout en doutant un peu de sa réelle pertinence. Mais voilà, je n'avais encore jamais joué le Starwing de classe Alpha en V2, et tenter un truc avec le colonel Jandon et probablement avec l'empereur Palpatine parallèlement me titillait depuis quelque temps. Comme c'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai trouvé la base plus concrète de ma liste dans une vidéo de Ironic, de celle où il commente les listes qui lui sont soumises par des abonnés. Cette liste précisément ne me convainquait pas tout à fait pour plusieurs raisons. Déjà, elle tenait à aligner deux Starwing de classe Alpha et beaucoup trop chargés. J'ai pas mal taillé dans le gras du coup. Hors des pilotes de ce châssis, le Major Winder était bien plus adapté que tous les autres à l'optique de sa liste. En outre, la capacité du lieutenant Karsabi me paraissait aller à l'encontre de cette optique même, reposant sur l'arsenal OS1 embarqué. Aussi, quand j'ai bidouillé cette liste, j'ai plutôt choisi dans un premier temps d'économiser quelques points supplémentaires en dégradant le lieutenant Karsabi en un générique pilote de l'escadron Rho, je crois, mais c'était peut-être carrément un pilote de l'escadron nu. Ce qui me facilitait la tâche pour la suggestion de Nick et Justin, consistant à tailler encore plus dans le gras pour introduire un quatrième vaisseau dans la liste qui serait probablement Night Beast à bord de son chasseur TLN. Effectivement, c'était faisable sans trop de sueur, et plus intéressant que la proposition de base. Mais je n'étais toujours pas satisfait concernant le second Starwing de classe Alpha. Je me suis donc demandé quel autre type de vaisseau, voire quel pilote s'intégrerait bien dans cette liste avec le colonel Jandon pour faciliter ses acquisitions de cibles. Et oh putain, Dark Vador! Bye bye Night Beast du coup, mais tant pis. Et voilà, en gros. Cette liste m'amusait bien, mais je n'étais pas bien certain de son efficacité. Donc ceci, parce que je ne fouille pas très souvent au fond du méta, par exemple sur List Fortress, je suppose. De fait, quand j'ai découvert que le camarade Seprecham avait pile en même temps, et sans que nous en ayons discuté au préalable, conçu une liste très proche, avec Vador et Winder mais sans Jandon, cela dit, il louchait plutôt du côté de Suntirfell, il m'est apparu qu'en fait ce genre de liste, sans truster le sommet du méta pour autant, s'était régulièrement montré efficace en tournoi. D'ailleurs, ce n'est probablement pas pour rien que le Major Winder a vu son coût augmenter de 2 points dans la nouvelle mise à jour des points d'escadron. Dark Vador aussi, bien sûr, mais sans que ce soit lié précisément à ce genre de liste, c'est juste qu'il est fort partout. Mais nous avons joué le week-end dernier, avant que l'ajustement ne soit révélé. Et oui, ça a plutôt bien tourné. Et il faudra peut-être creuser ça du coup. Décortiquons donc cette liste. Elle comprend finalement 3 vaisseaux, 2 petits socles qui sont un Starwing de classe Alpha piloté par le Major Winder, et un T-Advanced X1 piloté par Dark Vador, puis un gros socle qui est une navette T4A de classe Lambda, piloté par le colonel Jandon et embarquant l'empereur Palpatine. Parce que c'est le vaisseau inédit, pour moi, de cette liste, et celui qui a défini sa construction, commençons par le Starwing de classe Alpha qui est piloté par le Major Winder. Il coûte 39 points d'escadron à poil, 41 avec les nouveaux coups, et a une initiative de 4. Sa capacité spéciale, cruciale dans cette liste, stipule que quand il défend, s'il est désarmé, c'est-à-dire s'il a un ou plusieurs marqueurs de désarmement, alors il jette un dé de défense supplémentaire, ce qui le fait passer à 3 dés verts, une agilité incongrue pour un vaisseau de ce type. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que pour le Major Winder, le fait d'être désarmé constitue en fait un atout. Ceci notamment du fait de sa configuration gratuite déterminante dans cette liste, l'arsenal OS1 embarqué, qui fait que sous condition, un marqueur de désarmement ne l'empêche pas d'attaquer. Du coup, le Major Winder, s'il a un marqueur de désarmement, mais un seul cette fois, on ne peut pas les cumuler comme pour sa capacité spéciale, peut toujours effectuer des attaques de torpilles ou de missiles contre des cibles qu'il a verrouillées, mais il ne peut alors pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. C'est forcément plus contraignant qu'une attaque normale et votre adversaire peut en jouer, sachant très bien quelle est votre cible du coup, mais faut voir les armes en jeu. D'autant que l'arsenal OS1 embarqué a un dernier effet, il ajoute au vaisseau un emplacement de torpille et un autre de missile. Il en a donc 2 de chaque. Je me suis concentré sur les torpilles pour ma part. La liste telle qu'elle était présentée dans la vidéo de Unique cumulait les 2 types d'attaques secondaires, initialement du moins, et c'était trop redondant et onéreux à mon goût. Je ne me suis pas montré très original pour les premières torpilles. Il s'agissait forcément des redoutables torpilles à protons, 12 points d'escadron qui passent à 13 avec la mise à jour.
Vous les connaissez, mais pour mémoire, il s'agit d'une attaque à 4 dés rouges dans l'arc avant à portée 2 à 3 sans modificateur. L'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge, il y en a 2, et permet en outre de changer un résultat dégâts en un résultat critique. Ces torpilles sont très cool, mais dans l'optique de cette liste, elles présentent un petit souci, leur portée 2 à 3. Si le Major Winder a pris un marqueur de désarmement, et il a tout intérêt à le faire, votre adversaire pourrait relativement aisément éviter ces attaques, en faisant la sorte de se trouver à portée 1 de lui. Un truc du même genre est commun quand on est opposé à un cargo léger YT 2400 par exemple. Il me fallait donc une attaque à portée 1 au cas où, et c'était tout vu. Pour mes deuxièmes torpilles, j'ai choisi des torpilles à protons avancées, 6 points d'escadron. Il s'agit d'une attaque à 5 dés rouges, cette fois dans l'arc avant et uniquement à portée 1, pas de redondance donc. Là encore, l'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge, mais il n'y a qu'une seule charge sur la carte. Enfin, comme les torpilles à protons avancées permettent en outre de changer un résultat dégâts en un résultat critique. Avoir au moins 2 armes de ce type est très important dans cette liste, et pas seulement parce qu'elles constitueront en principe l'essentiel, et même idéalement l'intégralité de vos attaques. En effet, le Major Winder a tout intérêt à avoir un marqueur de désarmement, et son action à cet effet sera souvent de recharger l'une ou l'autre de ses torpilles. Encore faut-il avoir quelque chose à recharger. En début de partie notamment, ça pourrait être compliqué. Mais heureusement, le Starwing de classe Alpha a un autre et très précieux tour dans son sac pour pallier ce problème. En effet, il dispose de la rarissime action de MASL, ou SLAM en anglais, et cette action inflige également un marqueur de désarmement. Alors autant en profiter, hein. La modification MASL avancée, 3 points d'escadron, a pour effet que, après avoir entièrement effectué la manœuvre découlant d'une action de MASL, le vaisseau peut effectuer n'importe quelle action blanche de sa barre d'action en la considérant comme rouge. Le Major Winder évitera probablement de faire alors une action de rechargement qui l'empêcherait de tirer avec ses torpilles du fait du second marqueur de désarmement à qui de la sorte, mais une concentration ou une acquisition de cible alternative peuvent se montrer déterminantes. Il faut d'ailleurs noter ici que le cadran de manœuvre du Starwing de classe Alpha ne comprend que très peu de manœuvres rouges, une seule en fait, le 4 tout droit. C'est problématique au sens où il ne dispose pas de manœuvres de retournement, mais il dispose de manœuvres bleues qui peuvent aider à virer un stress éventuel, et en jouant justement sur le MASL, il peut réaliser des déplacements assez inattendus et sans trop de contraintes. Reste une dernière amélioration qui coule de source. On l'a vu, l'arsenal OS1 embarqué précise que le Starwing de classe Alpha, s'il a un et un seul marqueur de désarmement, ne peut attaquer que les cibles qu'il a verrouillées, et de toute façon avec des torpilles, et qu'il ne peut alors pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. C'est à mains égards la même formulation que pour l'ordinateur de visée avancé Detail Advanced X1, et cela produit la même conséquence. On a tout intérêt dans ce cas à s'équiper du senseur système de commande de tir, 2 points d'escadron. Dès lors, tant que l'on effectue une attaque contre un ennemi verrouillé, on peut relancer un dé d'attaque à la condition, qui est la même que pour l'arsenal OS1 embarqué, de ne pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. Parfait. Et voilà pour le Major Winder, qui est chargé, mais raisonnablement je crois, et en tout cas beaucoup moins que son modèle dans la vidéo de Irvinic. Il représente en tout 62 points d'escadron, qui passeront à 65 points d'escadron lors de la mise à jour de juillet, dans la mesure où le Major Winder coûte 2 points de plus et les torpilles à protons 1 point de plus. Passons à l'autre petit socle de cette liste, un des plus fameux as impériaux, la légende Dark Vador, à bord de son TIE Advance X1, initiative 6, 65 points d'escadron, 67 après la mise à jour de juillet. Et il me paraît très utilement remplacer le second Starwing de classe Alpha de la proposition initiale. Tous les TIE Advance X1 bénéficient de la même capacité générique, ordinateur de visée avancé. Tant qu'il effectue une attaque principale contre un ennemi qu'il a verrouillé, Vador Rounet lance un dé d'attaque supplémentaire. Rappelons qu'il n'en a que 2 à la base, mais cette capacité fait qu'il en aura en principe 3 de manière générale. Et en outre, comme s'il tirait avec des torpilles à protons en fait, il change alors un dégât en critique. Et c'est à noter, cette liste, si elle fonctionne correctement, inflige du critique à tour de bras. En outre, Dark Vador est un utilisateur de la force, sans déconner, disposant d'une réserve de 3 marqueurs. Et une de leurs utilisations potentielles découle de sa capacité spéciale. Après avoir effectué une action, il peut dépenser un marqueur de force pour effectuer une autre action. Comme ça, tranquillou bilou. Dark Vador est dès lors forcément ou presque équipé du senseur système de commande de tir de point d'escadron pour les raisons envisagées plus haut, et il n'y a rien de plus à en dire. En tant qu'utilisateur de la force et adepte du côté obscur, Dark Vador, d'autant qu'il a une réserve étendue de 3 marqueurs de force, a tout intérêt à s'équiper du pouvoir de la force N, 3 points d'escadron. Étant un petit socle, il ne sera pas affecté par la mise à jour de juillet concernant le coût de cette amélioration. Dès lors, après avoir subi un ou plusieurs dégâts, il récupère autant de marqueurs de force, et c'est toujours bien.
Reste une dernière amélioration, assez fréquente là aussi sur Dark Vador, la modification post-combustion 6 points d'escadron. Après avoir entièrement effectué une manœuvre à vitesse 3 à 5, Dark Vador peut dépenser une charge de cette carte, qui en a deux, pour effectuer une action d'accélération blanche même s'il est stressé. C'est très chouette, et il faut relever ici que le TIE Advance X1 ne dispose pas à la base de l'action d'accélération, qui lui serait pourtant très utile pour le double repositionnement souvent caractéristique des As. Ce build Vador est donc très classique, et représente en tout 76 points d'escadron, ce qui est beaucoup mais je crois qu'il les vaut bien. Après la mise au jour de juillet, Dark Vador lui-même se prenant 2 points dans les dents, il représentera de la sorte 78 points d'escadron. Reste de la place pour un troisième vaisseau, qui est probablement le point d'interrogation de cette liste car plusieurs options également pertinentes à vue de nez sont envisageables. Pour ma part, j'ai suivi cette fois la liste modèle, en recourant à une navette T4A de classe lambda pilotée par le colonel Jandon, 46 points d'escadron, initiative 3, et servant de taxi pour l'empereur Palpatine. Il faut dire que la capacité spéciale du colonel Jandon me faisait de l'œil depuis quelque temps, et avant de réfléchir à cette liste, j'avais notamment songé à l'associer à 2 ou 3 TIE Advance X1. En fait, c'est sans doute pour cela qu'en visionnant la vidéo de Ebenic, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant, plutôt que de ne jouer que des Star Wing de classe Alpha ou que des TIE Advance X1, de panacher les deux, et les champions des deux tant qu'à faire. Mais quelle est donc cette capacité ? Eh bien voilà, au début de la phase d'activation, on peut dépenser une charge, il y en a deux. Dès lors, lorsqu'un vaisseau allié verrouille une cible durant ce round, il doit le faire au-delà de la portée 3, et non comme d'habitude à portée 0 à 3. C'est intéressant pour des Star Wing de classe Alpha ou des TIE Advance X1, cela leur confère automatiquement dès le premier tour la précieuse acquisition de cibles dont ils ont besoin pour briller, et du coup ils peuvent se consacrer à d'autres actions dans les tours suivants. Le Major Vinder peut jongler entre ces actions lui infligeant un marqueur de désarmement ou se concentrer, tandis que l'économie d'action déjà impressionnante de Dark Vador se trouve encore renforcée. Mais cela n'est pas sans inconvénient. Déjà, il faut bien choisir là où les cibles, et votre adversaire pourra réagir en conséquence. En outre, si la capacité du colonel Jandon revient à donner une acquisition de cible efficace au premier tour de jeu, les chances pour qu'il puisse y faire appel une seconde fois dans la partie sont assez limitées, car il semble douteux que vos autres vaisseaux à ce stade soient au-delà de la portée 3 de leurs ennemis. Il y aurait donc des arguments parfaitement légitimes contre le choix du colonel Jandon dans cette liste. Cela dit, il a une autre utilité probablement plus déterminante, il fait le taxi pour l'empereur Palpatine, 11 points d'escadron, 2 emplacements d'équipage. Palpchou lui confère déjà un marqueur de force récurrent, mais en outre, il est possible de dépenser le 10 marqueur pour n'importe lequel de vos vaisseaux sans condition de portée, afin de modifier un de ces dés en attaque comme en défense, ceci comme si c'était le 10 vaisseau qui avait dépensé un marqueur de force. Par rapport à l'ancien empereur Palpatine de la V1, cet effet a une limite non négligeable, celle qui vaut pour tous les utilisateurs de la force. Si vous n'avez pas de résultat concentration, la force ne vous servira à rien. Cependant, on n'a plus en V2 à parier comme on devait le faire en V1, ce qui est une sécurité appréciable. Dans cette liste, Dark Vador ne devrait en principe pas en profiter, ayant de la force lui-même, ça va et merci. Mais pour le colonel Jandon et surtout pour le Major Vinder, qui tape lourd mais n'en risque que davantage d'attirer le feu, l'intervention de l'empereur Palpatine peut assurément se montrer très profitable. Mais là encore, ce choix pour le troisième vaisseau de la liste peut légitimement faire débat. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur la question. Je disposais d'un peu de marge pour une dernière amélioration un peu gadget, du gras dans lequel je pourrais tailler en cas probable d'augmentation des autres éléments de la liste. Je me suis décidé finalement pour une coque améliorée, 3 points d'escadron, ce qui ne manque pas de pain. En fait, parce que je suis une andouille, j'avais aussi initialement conféré un senseur système de commande de tir au colonel Jandon, qui, après tout, rend les acquisitions de cibles profitables. Ceci avant que le camarade Albu ne me fasse remarquer que la navette T4A de classe lambda ne dispose pas de l'action d'acquisition de cible. Con de moi, j'ai lu et relu cette liste je ne sais pas combien de fois et j'étais parvenu quand même à ne pas m'en rendre compte. Du coup, j'avais de la marge pour muer la coque améliorée en un bouclier amélioré, mais honnêtement, ça n'était pas très intéressant. Je me suis donc décidé pour un bid minimal de 2 points. Car la navette T4A de classe lambda du colonel Jandon représente de la sorte pile-pale 60 points d'escadron, coût inchangé après la mise à jour de juillet. Et la liste en tout représente donc bien 198 points d'escadron. Voici le résumé. Star Wing de classe Alpha, Major Vinder 62 points en tout. Major Vinder survivant pragmatique 39. Arsenal OS1 embarqué 0. Torpille à proton 12. Torpille à proton avancé 6. MASL avancé 3. Système de commande de tir 2. TIE Advance X1 Dark Vador en tout 76. Dark Vador Black Leader 65.
Système de commande de tir 2, N 3, post-combustion 6. Navette T4A de classe lambda, Colonel Jandon 60 en tout. Colonel Jandon, pilote de la navette de Dark Vador 46, Empereur Palpatine 11, coque améliorée 3. Total 198 sur 200. Mais rappel et attention, 3 de ces cartes, Major Vinder, Torpille à Proton et Dark Vador, vont augmenter une fois que la mise à jour de juillet sera appliquée, et cette liste dépassera du coup les 200 points d'escadron. Mais il suffit de virer la coque améliorée sur le Colonel Jandon pour arriver pile poil à 200 points, et c'est quelque chose d'éminemment sacrifiable, de même que le bit de 2 points originel. Du coup, voici ce que donnerait cette liste après mise à jour avec les nouveaux points. Starwing de classe Alpha, Major Vinder, 65 en tout. Major Vinder, survivant pragmatique, 41. Arsenal OS1 embarqué, 0. Torpille à proton, 13. Torpille à proton avancé, 6. MASL avancé, 3. Système de commande de tir, 2. TIE Advance X1, Dark Vador, 78 en tout. Dark Vador, Black Leader, 67. Système de commande de tir, 2. N3, post-combustion, 6. Navette T4A de classe lambda, Colonel Jandon 57 en tout, Colonel Jandon, pilote de la navette de Dark Vador 46, Empereur Palpatine 11, total 200 sur 200. Allons enfants, jouez! Ma première partie du dimanche m'a opposé au camarade Acteris qui jouait une liste Rackeyes et Scélérat à 3 vaisseaux. 2 cargos légers YT-1300 personnalisés qui étaient pilotés par Han Solo et Lando Calrissian, et un vaisseau de secours piloté par L337. Hélas, je ne me souviens plus du détail de cette liste. Bon, une chose de sûre, L337 embarquait un officier tactique et avait le talent tir habile. C'est pour le détail des YT-1300 que ça coince. Certaines choses demeurent certaines. Han Solo avait lui aussi le talent tir habile. Il embarquait Maul et Kira en équipage et disposait d'un largage de cargaison illégal. Il me semble qu'il avait aussi une modification moteurs améliorée et je crois qu'il avait pour artilleur un canonnier à 3. Un des deux YT-1300 avait en outre le titre Faucon Millennium de Lando, et il me semble que ce n'était pas Lando, mais bien Han Solo. Concernant justement Lando Calrissian, je suis beaucoup plus indécis. Il me semble que lui aussi disposait de moteurs améliorés et d'un largage de cargaison, mais je ne saurais en jurer. Je crois qu'il emportait l'équipage Tobias Beckett, mais pas sûr. Dans tous les cas, il manque des points, quelques améliorations donc dû m'échapper. Il faudrait que je prenne l'habitude de photographier la liste ou de la coller direct dans un générateur d'escadron. Quoi qu'il en soit, le choix du premier joueur m'est revenu et j'ai décidé que ce serait Acteris. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans l'ordre suivant, L337, Colonel Jandon, Lando Calrissian, Major Vinder, Han Solo, Dark Vador. Et ils s'engageraient dans l'ordre suivant, Han Solo, Dark Vador, Lando Calrissian, Major Vinder, Colonel Jandon, L337. Côté obstacle, j'avais choisi 2 petits astéroïdes et un nuage de gaz tout en longueur. Acteris de son côté avait sorti 2 gros astéroïdes et un gros nuage de débris. Il en est résulté du placement des obstacles un tapis de jeu coupé en 2 en diagonale. De mon point de vue, le triangle en bas à droite était peu ou prou dépourvu d'obstacles, tandis que l'autre triangle en était truffé. Je crois que ça m'arrangeait, l'idée était de contraindre les vaisseaux d'Acteris et Han Solo au premier chef à venir plutôt de mon côté, là où leur capacité spécifique et le talent tir habile fonctionneraient moins bien du fait du manque d'obstacles. Je me suis donc déployé en bas à droite du tapis de jeu, le Colonel Jandon à l'extérieur, le Major Vinder à l'intérieur, Dark Vador entre les deux pour avoir du champ sans retarder son assaut. En face, les 2 YT-1300 étaient séparés, tournés vers ma gauche. C'était Han Solo le plus proche de mes vaisseaux, ce qui m'arrangeait pas mal. Au premier tour, j'ai dépensé une charge du Colonel Jandon pour que Dark Vador aussi bien que le Major Vinder fassent une acquisition de cible sur le kit corélien. Bien sûr, les vaisseaux d'Acteris comptaient passer au large pour gagner la partie du tapis encombré par les obstacles, mais le temps que Han Solo y parvienne, je pensais pouvoir profiter de quelques opportunités de tir. Et c'était clairement lui ma cible, ce qui apparaissait sans ambiguïté avec les verrouillages. J'ai donc ignoré Lando Calrissian qui gagnait le bord gauche du tapis pour me concentrer sur Han Solo, lequel bénéficiait régulièrement des coordinations de L337. Dark Vador et le Major Vinder avançaient délibérément assez lentement, même si le second a bien sûr fait appel à son MASL et à son MASL avancé d'ailleurs pour lancer la mécanique des marqueurs de désarmement, ceci afin de ne pas trop s'exposer tout en pouvant placer des attaques assez velues. J'ai probablement été trop timoré avec le Colonel Jandon. Certes, son premier rôle était de convoyer l'Empereur Palpatine, mais si je l'avais avancé un tout petit peu plus, j'aurais pu le faire tirer avec ses 3 dés rouges dans l'arc avant. Enfin, c'était la théorie, mes premières attaques se sont révélées très décevantes. Ordinateur de visée avancé ou pas, torpille à proton surtout ou pas, je n'ai réussi à extorquer qu'un seul bouclier à Han Solo lors de ce premier échange.
Et Acteris y est allé comme un bourrin avec Han Solo entrant en collision avec le colonel Jandon et ne pouvant tirer sur personne. Dark Vador pouvait taper ailleurs, il n'était pas contraint comme le Major Vinder à se focaliser sur sa cible verrouillée s'il y avait tout intérêt, avec son ordinateur de visée avancé et son système de commande de tir. Mais j'ai trouvé le moyen, moi l'andouille, de poser mon as à quelques millimètres près sur un astéroïde, lui infligeant un dégât et le privant de son attaque sur L337. Vinder, lui, se montrait plus efficace. Usant à nouveau de son MASL avancé, il a déplacé son acquisition de cible sur Lando Calrissian et lui a balancé une nouvelle torpille, pour un résultat plus satisfaisant. Au tour suivant, le colonel Jandon a pâti d'un largage de cargaison par Han Solo. Rappelez-vous, ce cas s'était déjà présenté dans une précédente partie m'opposant au camarade Seprecham. On avait alors supposé que mon vaisseau ayant reçu la cargaison égarée sur la Trogne chopait illico un marqueur de stress. J'étais parti sur ça, mais Acteris et Albu qui arbitraient pensaient que le gain d'un marqueur de stress ne se faisait que si le vaisseau effectuait une manœuvre le faisant passer par un nuage de débris. La question faisait débat, bien au-delà de notre petit cercle, et les avis étaient partagés. Mais lors du live de FFG, les développeurs ont précisément répondu à cette question. Il s'avère que le vaisseau qui se fait larguer une cargaison égarée dessus gagne bien un marqueur de stress, manœuvre ou pas. En fait, c'est semble-t-il le principe du chevauchement qui prévaut, comme pour les mines. Ce point de règle, ai-je cru comprendre, devrait faire l'objet d'un éclaircissement dans une fac, avec éventuellement quelques précisions de vocabulaire. Bon, dans le cas présent, ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était que d'une part, que Dark Vador donc avait pu se retourner pour s'en prendre à Han Solo, avec davantage de réussite cette fois, tandis que le Major Vinder continuait à coller au basque de Lando Calrissian, quitte à recourir encore à son MASL. Et il a fini par dézinguer à lui tout seul ce premier cargo léger YT-1300 personnalisé. Jandon, devant inverser la cargaison égarée, se voyait encore une fois privé de toute action, mais il n'était pas inutile pour autant, parce que Palpatine. En effet, à ce stade de la partie, il fallait que je balance tout sur Han Solo, ce qui ne pouvait qu'exposer le Major Vinder aussi bien à Han lui-même qu'à L337, qui ne pouvait plus faire grand-chose d'autre. Mais son marqueur de désarmement lui conférait une agilité de 3, et l'Empereur passait derrière pour diminuer les dégâts. En dépit de très nombreuses attaques, Acteris n'est parvenu qu'à obtenir la moitié des points du Starwing de classe Alpha, tandis que celui-ci lui balançait de la torpille à chaque tour. Changement d'approche alors, L337 s'est mué en bloqueuse pour contenir le Major Vinder, tandis que Han Solo tentait de s'évader, mais j'avais senti venir le coup et j'avais positionné Dark Vador en conséquence, pile poil pour une attaque à portée 1, et vilaine. Cependant, en définitive, je ne suis pas parvenu à sortir Han Solo, même si je crois me souvenir que ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Reste que la partie avait été assez unilatérale, en dépit d'un Jandon que je jouais très mal et qui n'a servi à rien hors Palpatine, et d'un Dark Vador qui a trouvé le moyen de perdre ses boucliers sur des astéroïdes. En définitive, je l'ai emporté 126, Lando Calrissian plus la moitié de Han Solo à vue de nez, je crois pas m'en être jamais pris L337, à 31, la moitié du Major Vinder. Même si j'ai fait comme souvent quelques bêtes erreurs, le bilan de cette partie a été très positif. J'ai apprécié la puissance de feu du Major Vinder, ainsi que les choses assez folles que lui permettent l'action MASL et la modification MASL avancée. J'ai apprécié aussi les capacités de modification de dés de cette liste impressionnante, qu'il s'agisse de coller du dégât critique avec le Starwing de classe Alpha comme avec le TIE Advance X1, ou de faire usage de la force, celle de Dark Vador ou celle de Palpatine, en attaque comme en défense. Le second round m'a opposé au camarade Albu qui jouait une liste de l'Alliance Rebelle à 3 vaisseaux, un cargo léger YT-1300 modifié qui était Han Solo, décidément, mais attention, le Solo Rebelle tape plus lourd que la petite racaille de Corellia, un X-Wing T-65 qui était la légende, l'autre légende Wedge Antilles, et enfin un U-Wing UT-60D qui était un générique éclaireur de l'escadron bleu. Cette fois, je crois me souvenir de la liste en détail. Han Solo avait le titre Faucon Millennium et il embarquait en équipage C-3PO et Lando Calrissian. Il me semble, c'est la carte un peu indécise ici, qu'il avait enfin une modification coque améliorée. L'éclaireur de l'escadron bleu emportait forcément l'équipage Leia Organa, mais aussi un officier tactique. Il avait bien sûr sa configuration gratuite El Pivot. Enfin, Wedge Antilles était en version light, avec seulement sa configuration gratuite servomoteur S-Foils. La liste faisant 200 points tout rond, c'est à moi qu'est revenu le choix du premier joueur. J'étais un peu embarrassé parce qu'il y avait tout de même 2 vaisseaux à initiative 6 en face de mon Darkounet. Il me semble que j'ai fini par décider là encore que mon adversaire jouerait en premier. Le repositionnement de Dark Vador me paraissait à privilégier, à tort ou à raison. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans l'ordre suivant: éclaireur de l'escadron bleu, Colonel Jandon, Major Vinder, Han Solo plus Wedge Antilles, Dark Vador. Et il s'engagerait dans l'ordre suivant: Han Solo, Wedge Antilles, Dark Vador, Major Vinder, Colonel Jandon, éclaireur de l'escadron bleu.
Pour ce qui est des obstacles, Albus était muni comme Actéris de 2 gros astéroïdes et d'un gros nuage de débris, mais le placement s'est avéré plus orthodoxe avec un milieu de tapis plus encombré, même si 3 obstacles suivaient en gros la ligne de déploiement d'Albus. Celui-ci a commencé à se placer tout à la droite de sa zone de déploiement et j'ai fait de même de mon côté. Piou piou. Dès le premier tour, j'ai à nouveau fait appel au colonel Jandon pour verrouiller, et bien encore une fois Han Solo, aussi bien avec Dark Vador qu'avec le Major Winder. Mais en début de partie, Albus a réalisé qu'un choix de sa liste était problématique. Ces 3 PO et l'ordo-caloricien ensemble étaient redondants. Et à vrai dire, le droïde dans cette configuration était plus un piège qu'autre chose. Il y a eu quelques tentatives autour de leur association, mais qui n'ont hélas pas payé. Et si j'ai là encore avancé très prudemment mes vaisseaux, c'est sans doute un tort de ma part, de manière générale, parce que c'est ce que je fais à chaque fois, ou presque. Une mauvaise habitude acquise en compensation de ma précédente mauvaise habitude d'un jeu beaucoup trop agressif. Bon. Han Solo avait clairement une cible de peinte sur la coque. Et là, Albus a commis une erreur en faisant une manœuvre de retournement avec Han Solo. Peut-être espérait-il sortir de mes arcs de tir, mais c'est en fait tout le contraire qui s'est produit. Parce que, eh bien, ma prudence a payé, cette fois. Dark Vador et le Major Winder pouvaient tirer sur un Han Solo verrouillé à portée 1, ce qui pour le Star Wing de classe Alpha signifiait torpille à proton avancé, blâme 5 des rouges. Et même le colonel Jandon pouvait se joindre à la partie. Han Solo a pris très très cher, et ça continuerait au tour suivant. Winder cette fois n'avait aucune manœuvre lui permettant d'attaquer le Faucon Millennium, mais il faisait un bloqueur utile. Han Solo n'a pas pu s'échapper, tandis que Dark Vador restait un second tour d'affilée dans son dos à portée 1, et Jandon lui aussi pouvait tirer. Ce qui a sonné le glas pour Han Solo, sans surprise, une moitié de liste en moins. Albus à ce stade semblait considérer que la partie était perdue, mais je n'en étais pas si sûr. Si Dark Vador avait infligé des dégâts impressionnants, pour ce faire, il avait dû s'exposer, aussi bien à Han Solo qu'à Wedge Antilles, qui était resté davantage en arrière. En fait, Albus en avait déjà la moitié des points, car l'Astre Belle pesait sur les dévers de l'As Impérial, dont la coque était progressivement grignotée. Pour survivre à ce stade, il devait compter sur la force. Mais vous savez ce qui arrive quand on compte sur la force. Parfaitement, que des résultats vierges. Adieu le site. Non, la partie n'était pas terminée, loin de là. Je menais, mais pas tant que cela finalement, et le Major Winder en sale état craignait Wedge Antilles, d'autant plus que le Star Wing de classe Alpha ne dispose pas de manœuvre de retournement. Pour survivre et pour taper, il devait amorcer un grand virage avec son MASL, mais le U-Wing UT-60D employé en bloqueur lui compliquait la tâche. Le colonel Jandon faisait son possible pour abattre Wedge, et, étonnamment ou pas, il a pu se ménager quelques précieuses attaques. Petit à petit, le X-Wing T-65 perdait ses boucliers, puis sa coque, mais il était bien plus agile que mes 2 vaisseaux restants. Winder a toutefois pu enfin placer son MASL, mais il lui faudrait probablement 2 tours pour revenir en position de faire feu sur Wedge. La tâche incombait donc au massif Jandon, qui extorquait bien un point de coque ici ou là, et ne craignait vraiment à ce stade ni le X-Wing T-65 ni le U-Wing du T-60D qui ne cherchaient de toute façon pas à l'attaquer. Winder accomplissait son grand virage, la même situation se perpétuait. La menace pourtant grandissait peut-être car le Star Wing en profitait pour verrouiller le X-Wing T-65 grâce à son MASL avancé. Hélas, au dernier tour de jeu, Albus a fait en sorte que Wedge Antilles sorte juste un chouïa de l'arc du Star Wing de glace Alpha. Il demeurait cependant dans celui du colonel Jandon, qui n'est toutefois pas parvenu à sortir l'Astre Belle. Il me semble qu'il ne lui restait plus à ce stade qu'un seul point de coque, mais c'était peut-être 2, pas davantage en tout cas. Le gong a sonné, j'avais descendu Han Solo et obtenu la moitié des points de Wedge Antilles. Là encore, j'ai totalement et délibérément ignoré le U-Wing UT-60D. Albus de son côté avait obtenu les points pour Dark Vador en intégralité et la moitié de ceux du Major Winder. Et donc, nouvelle victoire impériale, mais plus serrée que précédemment, 127 à 107. Ce fut une très très chouette partie. Albus comme moi nous sommes beaucoup amusés. Il y a eu ce tour fatidique qui a vu Han Solo et Dark Vador partir tous les deux en fumée, mais la configuration du jeu, même si j'avais une petite avance à ce stade, faisait que rien n'était assuré. C'était tendu, c'était passionnant, très amusant. Et un petit bonus pour prolonger ce compte-rendu. Jusqu'à présent, je n'avais fait de rapport de bataille que pour les parties que je jouais moi-même, mais troisième larron, je ne faisais qu'assister à la dernière partie de la journée, opposant Actéris à Albus. Je comptais prendre quelques photos, mais on m'a suggéré d'en faire carrément un autre rapport de bataille. Comme ça, tu seras impartial, pour une fois, m'a-t-on dit. Bon, ok alors. Ah donc, Albus jouait sauf erreur exactement la même liste rebelle que précédemment, jusque dans la redondance entre l'Ando-Calrissian et ses 3 PO à vue de nez. Mais Actéris de son côté jouait une liste toujours à Kaiser Scélérat, mais un peu différente de celle qu'il m'avait opposée. Il gardait Han Solo et L337, mais en leur associant cette fois Asajj Ventress à bord d'un appareil de poursuite de classe Lancer, et certaines améliorations des 2 vaisseaux initiaux changeaient.
Cette fois, les photos me permettent de m'assurer du détail. Ah donc, Han Solo à bord de son cargo léger YT-1300 personnalisé bénéficiait du titre Faucon Millenium de Lando et emportait comme équipage Tobias Beckett et 000. Le droïde psychopathe était accompagné par son comparse non moins psychopathe, BT-1, en tant qu'artilleur. Le reste était repris de la précédente liste, le talent tir habile, la modification moteurs améliorée et enfin un largage de cargaison illégal. Asajj Ventress pilotait un appareil de poursuite de classe Lancer bénéficiant du titre Shadowcaster, associé à l'équipage Ketsu Onyo. Enfin, elle avait le pouvoir de la force, perception renforcée. Il ne restait plus que L337 dans son vaisseau de secours, qui n'emportait cette fois que l'officier tactique. Han contre Han, choc des générations. Les deux listes faisant 200 points tout rang, il a fallu déterminer le premier joueur au hasard. Hélas, je ne me souviens plus du résultat. À vue de nez, je dirais que c'était Albu qui jouait le premier, mais bon, c'est une chance sur deux, quoi. Le placement des 6 gros obstacles s'est avéré assez classique, le positionnement un peu moins. De fait, les premiers tours de jeu ont vu quelques manœuvres un brin zarbe. Mais quand les choses ont commencé à s'éclaircir, il apparaissait clairement qu'Albu souhaitait attirer Acteris sur son flanc gauche relativement dégagé, tandis que son Han Solo passerait vers le milieu du tapis de jeu avec tout un cercle de précieux obstacles autour de lui pour déclencher sa relance, un effet crucial aussi bien dans cette partie que dans celle qui nous avait opposés. Le Han Solo racaille lui aussi pouvait en profiter, cela dit, mais il s'était imprudemment avancé et commettrait bientôt une erreur fatidique qui déciderait largement de la suite de la partie, une manœuvre de retournement bien trop hardie qui l'a stressé à mort et sur laquelle Albu a bientôt pu capitaliser en usant de son U-Wing UT-60D comme d'un bloqueur particulièrement bien placé. Non seulement de la sorte, il a obtenu que Han Solo se retrouve coincé sur un nuage de débris en rajoutant encore sur le stress et l'empêchant de faire des choses comme bouger sa tourelle à tout hasard, mais surtout, il a pu faire en sorte que ça dure en enchaînant les stops pivots rouges rendus éventuellement blancs par Leia Organa. Et le jeune Han Solo était ainsi immobilisé à la merci du vieux Han Solo comme de Wedge Antilles, il ne ferait plus long feu. Or, à ce stade, le U-Wing UT-60D et le cargo léger YT-1300 modifié avaient déjà fait un sort à L337, tandis que le Shadowcaster ne rejoignait véritablement la mêlée qu'assez tardivement. Il avait certes pu infliger quelques dégâts à Han Solo comme à Wedge, sauf erreur, mais avait été amené à se retourner lui aussi, de sorte que l'éclaireur de l'escadron bleu ayant pivoté pouvait lui tirer dessus tout en continuant de bloquer le jeune Han, tandis que le X-Wing T-65 exécutait une manœuvre au poil pour tout balancer sur le Lancer à portée 1. Et le Faucon Millenium de Lando ayant enfin dégagé, les 3 vaisseaux d'Albu pouvaient dès lors s'en prendre à Asajj Ventress. Certes, il n'en sortait pas indemne. Han, à force, a pris des coups, affaibli en outre par les marqueurs de rayon tracteur du Shadowcaster, des marqueurs de stress, des marqueurs ioniques même, mais pas au point de sortir du tapis de jeu. Au dernier tour, Acteris a pu placer un beau Collio Grand 5 qui protégeait Asajj Ventress tout en lui offrant un boulevard sur Han Solo, mais ça n'a pas suffi, elle n'a pu en obtenir que la moitié des points. Et rien de plus. Albu, lui, avait remporté l'intégralité des points pour Han Solo et pour L337, et la moitié des points pour Asajj Ventress, victoire rebelle donc et assez large, 155 à 51. Et une partie qui a dû être très très frustrante pour le camarade Acteris. Il est temps de conclure, et je reviens donc à mon expérience de la journée, qui a été positive, clairement. Je ne sais pas comment je m'étais débrouillé pour passer à côté du Major Winder jusque-là. Il est vraiment bon. Il tape très dur, et s'il est en mesure de jouer avec ses marqueurs de désarmement, il aura systématiquement 3 dévers en défense au lieu de 2. Bien sûr, ça n'est pas sans contrepartie. Pour bien fonctionner, le Star Wing de classe Alpha doit en gros annoncer la couleur via son acquisition de cible. Il conserve la capacité d'en charger au dernier moment, mais aux dépens de son marqueur de désarmement, ce qui est périlleux, à moins qu'il ne puisse faire usage de son MASL avancé, qui s'est avéré une carte déterminante. Par ailleurs, s'il a peu de chances de souffrir du stress, l'évacuer n'est pas toujours évident, et cela pourrait mettre en péril son économie d'action visant au désarmement. Enfin, il ne dispose pas de manœuvre de retournement, le MASL lui offre des possibilités en l'espèce, mais qui prennent du temps. Tout ceci doit être pris en compte, mais c'est quand même un chouette pilote et qui tire vraiment parti de son châssis. Une sacrée découverte pour moi et bien tardive. Et son augmentation de coût avec la mise à jour de juillet est parfaitement méritée. Mais cette journée m'a aussi confirmé autre chose, Dark Vador est vraiment à sa place dans cette liste et probablement bien plus efficace qu'un second Star Wing de classe Alpha. D'autant que sur une base éventuellement commune avec le Major Winder, une acquisition de cible peu ou prou indispensable, il bénéficie d'atouts comparables, dés en plus, système de commande de tir en complément, modification d'un dégât en critique. Et ben oui, Vador est très bon, c'est Vador quoi. Et son augmentation de coût avec la mise à jour de juillet est parfaitement méritée, bis. Le point d'interrogation, comme avancé plus haut, demeure le colonel Jandon, qui ne s'est pas montré totalement inutile. Dans la première partie, même très mal piloté, il m'a permis de pleinement profiter de la force de l'empereur Palpatine.
Dans la seconde partie, si cette fois le palp n'a pas forcément servi à grand chose, la navette T4A de classe lambda a pu placer quelques précieuses attaques. En même temps, sa capacité spéciale est certes très sympathique, surtout dans cette liste qui tourne autour des acquisitions de cibles, mais elle ne fonctionne qu'une seule fois et revient à peindre en gros la cible sur la coque de la proie. Il y aurait sans doute possibilité pour un maître manipulateur de jouer sur le double bluff, mais on va dire que ce n'est pas dans mes cordes, hein. Je ne suis pas exactement poker face, et c'est la manière polie de le dire. La question c'est un peu palp ou pas palp, finalement, plutôt que Gendon ou pas Gendon. D'autres options très différentes sont clairement envisageables. Vous avez des avis sur la question? Faites-m'en part, je vous en prie. Et d'ici là, eh bien écoutez, si j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, pensez-y, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un abonnement si ça n'est pas déjà le cas, tout ça, des partages aussi, des commentaires bien sûr, y compris pour des critiques. N'hésitez pas surtout, tout ça m'intéresse. Merci et à la prochaine fois.